Que nous, en Guadeloupe, du fait que, peut-être par rapport au caractère insulaire de la Guadeloupe, on est très proches. Tous les étudiants, on est très proches. Moi, je te dirais, j'ai pas envie de me cacher en te disant que c'est l'éloignement près de ma famille, etc., qui a fait que ça a été l'année la plus complexe. Non, en soi, c'est surtout à cause de la charge de travail qui est monumentale, 10 fois supérieure à ce qu'on a connu avant. Moi, tu sais, initialement, j'aborde le CN qu'avec le classement. À ce moment-là, je sais toujours pas ce que je veux. Et en fait, je vis pour le classement. Okay. C'est-à-dire que peu importe, moi, il faut que je sois parmi les hauts classés. Ouais, ça se dégrade un peu. En tout cas, je suis moins, mais je pense que ça va aussi avec le marché de la sneakers qui un peu se casse la gueule aussi un peu en ce moment. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu. Aujourd'hui, on fait un épisode avec Bastien Kettel. Salut Bastien. Salut Maxime. Merci beaucoup. On va discuter de plein de choses, des études de médecine en métropole, mais aussi des études de médecine en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous raconter d'où est-ce que tu arrives, Guadeloupe? Quelle zone de la Guadeloupe? Moi, je viens du sud de la Guadeloupe, du sud Basse-Terre, donc principalement en fait la ville de Gourbert, qui est juste à côté de celle de Basse-Terre, où j'ai un peu grandi en fait entre ces deux villes dans la mesure où on va dire qu'une partie de ma famille habite plutôt sur Gourbert et l'autre partie plutôt sur Basse-Terre. Donc en fait, c'est deux villes qui sont collées. Donc en soi, c'est un peu une seule grosse agglomération qui n'est pas forcément connue, on va dire, de la plupart des gens qui ne viennent pas de Guadeloupe, puisque ce n'est pas non plus la zone la plus touristique. Oui, la plus visitée. Mais écoute, moi, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Enfin, mon enfance et plus, jusqu'à mes 18 ans pratiquement. Ouais. Je te dirais un peu avant, ouais, parce que du coup, par rapport aux études de médecine, que j'ai commencé directement, bien sûr, après mon bac que j'ai eu en 2017, si je ne te dis pas de bêtises. Non, 2016. Ok. 2015 même, je pense. ça me rajeunit pas, quoi. En fait, si tu veux, après, j'ai dû aller plutôt sur on va dire la région centrale, plus ou moins de l'île, aux alentours de tout ce qui va être Gosier, Pointe-à-Pitre, où se trouve en fait la fac de médecine. Okay. Donc ensuite, j'ai habité sur cette zone-là pendant 3 ans, en fait, mes 3 premières années que j'ai effectuées là-bas. Donc PACES, que j'ai eu la chance, on va dire, entre guillemets, de l'avoir en tant que primant. Et j'ai continué ensuite mes 2e et 3e années là-bas. C'était quand même une expérience vraiment intéressante, en fait, parce que, si tu veux, pour moi, ça marquait aussi un peu une étape dans ma vie, dans la mesure où, bien sûr, quand j'étais jusqu'au lycée, je vivais chez mes parents. Et là, c'était un peu les 3 années où j'ai vécu hors de mon domicile. Alors, j'étais avec mon frère, mon grand frère. Donc, on avait un appartement à deux. On a toujours été assez complices, donc ça n'a jamais posé de souci qu'on soit dans le même appartement. Et puis, je suis arrivé en France en 2018. Ok. 2018. Alors, on va reprendre un petit peu. C'est quoi l'ambiance de ton enfance? C'est une structure très urbaine, ville, ou c'est de la campagne? C'est quoi ton esprit ado? Tu baignes dans quelle ambiance? Moi, je te dirais que je baigne plutôt dans l'ambiance campagne. Comme je te disais, d'où je viens, c'est plutôt, on va dire, un coin plutôt reculé par rapport à tout ce qui va être les émulations et autres de la ville. Où, en fait, le sud Basse-Terre, c'est plutôt calme. Moi, j'ai grandi dans ça, où on trouvait des activités à faire entre nous, entre les amis, jamais très, très loin, parce que forcément, quand t'es mineur, t'as pas le permis, tu peux pas forcément te déplacer très très loin. Donc moi j'ai plutôt vécu dans ce cadre-là, avec une ambiance médicale, familiale, ou pas du tout? Pas du tout. Moi je te dirais, si on devait mettre un mot sur l'ambiance un petit peu à la maison, c'est plutôt des profs chez moi. Donc grand-père maternel, grand-mère maternelle, ma mère. Donc vraiment plutôt ambiance professorale. Obligé d'être adapté à la scolarité, quoi. C'est ça, surtout que d'autant plus que c'était des profs qui travaillaient plus ou moins dans la région où moi où j'ai fait mes classes. Donc il y avait quand même l'étiquette du c'est le fils ou le petit-fils d'eux. Donc
devait quand même se tenir à carreau, entre guillemets. Alors après, moi, j'ai jamais eu de difficultés par rapport à la scolarité, de soucis de, on va dire, turbulence ou autre. J'étais quand même plutôt un élève calme, on va dire, à l'école. À la maison, c'était autre chose. Mais qui avait de bons, voire très bons résultats. Mes parents n'ont jamais eu de difficultés, en tout cas, sur ce plan-là me concernant. Donc, ouais, c'était un peu ça. Et du coup, on t'a parlé de médecine, c'est toi qui as voulu. Comment ça s'est développé cette envie de faire la première année de médecine là-bas ? Écoute, en soi, comme je te disais, en tout cas à l'école, moi j'ai toujours eu certaines facilités, on va dire, par rapport à la mémorisation. En tout cas, jusqu'ici, j'ai quand même une bonne mémoire, si je peux me permettre, où en fait, en grandissant, je me souviens, j'avais un médecin de famille qui, je n'étais pas souvent chez le médecin, mais qui, mon frère et moi, ça nous a quand même marqué, en fait, son approche par rapport à ça. Il y avait quand même un côté, je dirais pas familial, mais bienveillant chez ce médecin-là. Et ça a développé, je pense, inconsciemment, une forme d'admiration. Et une fois, en fait, arrivé, je te dirais, en seconde, lors du choix en fait des spécialités, il y a un peu c'est un peu, je sais pas si c'est comme ça partout, mais la filière, alors maintenant qui a changé, mais la filière scientifique qui t'ouvrait potentiellement plus de portes que les autres filières. D'autant plus que moi, c'est vrai que naturellement, j'étais pas forcément littéraire, on va dire sur certains aspects. Donc déjà au niveau du choix de la spécialité, bon, ça s'est fait assez naturellement. Et pour les études de médecine, écoute, je pense que c'était un peu comme il y a plusieurs choses, je pense, qui m'ont un peu guidé vers cette voie-là. Le fait que, je pense, mon grand frère, qui a quand même toujours été une forme de modèle, était passé par là avant moi. Okay. Ça m'a un peu inspiré dans ce choix. Le fait également que on m'a toujours répété, en tout cas avant que je commence les études de médecine, que la PACES c'était que de la mémorisation. Je me suis dit mais en fait si c'est ma force, pourquoi pas essayer. Et quand même un certain attrait pour les études médicales et scientifiques par rapport à tout ce qu'on peut voir quand on est plus petit. Ouais. Donc voilà, on va dire ces trois choses-là qui m'ont un peu guidé vers ça. Ok. Tu y vas, ça se passe bien. Tu nous as dit que tu l'avais eu en primant. Du coup, tu sais à ce moment-là que dans les études de médecine en Guadeloupe, vous allez devoir partir. C'est avant même de commencer, vous le savez, ou ça arrive après avoir eu le concours, où tu commences à te projeter et à comprendre l'organisation qui va devoir être mise en place? Non, en fait, on le sait dès le début. En tout cas, à l'époque où moi j'ai commencé, dès le début, on sait que les 3 premières années se font en Guadeloupe. Et à l'époque, parce que maintenant c'est plus le cas depuis, je crois, 2 ou 3 ans, il n'y a pas l'externat. C'est-à-dire qu'il y a l'internat, mais il n'y a pas l'externat. Donc, 4e, 5e, 6e année, ça n'existe pas, moi, quand j'ai commencé. Là, c'est en place ? Là, c'est en place maintenant, okay. depuis 2 ou 3 ans, Okay. si je ne te dis pas de bêtises. Moi, en tout cas, à cette époque-là, ça n'existait pas. Ça n'a jamais été un frein, dans la mesure où, en fait, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit que le fait de se déplacer, de voir autre chose, de voir un peu le monde, c'est quand même une force. Eux, ils l'ont fait à leur niveau. C'était pas des études médicales, mais en tout cas pour leurs études respectives, ils ont tous les deux été en France métropolitaine. Okay. Et donc ils m'ont toujours dit que ça leur a un peu ouvert l'horizon, entre guillemets, où pour eux ça leur paraissait quand même nécessaire. Okay. Et ils n'avaient pas ce frein de « Ah non, il faut que tu restes... Et toi ? Moi, pareil. Okay. J'avoue que c'est bien de voir autre chose, je pense. J'ai toujours eu cette vision-là. C'est bien de voyager, c'est bien de voir autre chose. Parce que voyager, c'est sûr que c'est plutôt sur le plan, on va dire, loisir, ludique. Ouais, parce que là, il y a quand même... C'est pas un voyage de 15 jours. Tu pars, tu quittes tout le monde pour de nombreuses années, mais on va en discuter du coup et, un petit peu après. Là, tu fais 2e, 3e année. C'est ça. Ça se passe bien et vous êtes envoyé dans des... Pareil qu'ici, dans des hôpitaux. Il y a des stages, il y a beaucoup de cours. Exactement. Tu kiffes, tu te dis c'est bon, c'est la bonne voie ? 2e et 3e année, c'est vraiment particulier. Alors, je ne sais pas si c'est pareil partout en France métropolitaine, mais je sais que nous, en Guadeloupe,
du fait que, peut-être par rapport au caractère insulaire de la Guadeloupe, on est très proches. Tous les étudiants, on est très proches. Alors, on ne se connaît pas tous, mais alors déjà, c'est des plus petites promos. En Guadeloupe, moi, je crois que mon année, on était 120, si je ne te dis pas de bêtises, ou peut-être même un peu moins. Donc, certes, on a des affinités avec certaines personnes, mais plus ou moins tout le monde se connaît. Donc, on organise quand même beaucoup d'événements extra médicaux où en fait on se rencontre, on s'amuse, des fêtes, etc., etc. Il y a un peu ce côté famille que je sais pas si, en tout cas, il est identique partout ailleurs, puisque c'est vraiment au final une petite promo, 120. Donc à ce moment-là, c'est des 3 années qui sont vraiment que j'en garde de très 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 bons souvenirs, où j'ai rencontré des amis, que ce soit en médecine, mais hors médecine, c'est-à-dire qui étaient à la fac, parce que bon, c'est pas que la fac de médecine qui est dans cette zone-là. Très bons amis qui, jusqu'à ce jour, en fait, le sont toujours. Ouais, exactement. Donc vraiment des très très bonnes années. Et puis, on arrive un peu au moment fatidique de la fin de la 3e année, où on doit organiser le départ, qui, je pense, est attendu, certes, mais reste quand même un peu difficile pour après mes parents, soudé mes autant de grands-parents liens. aussi, c'est ça. Parce que il y a une chose aussi, c'est que je pars en même temps que mon frère. Ok. Donc on part, donc c'est-à-dire que la maison, au final, elle se vide brutalement. Ouais. Pas dans les mêmes destinations, mais on part en même temps. Et pour arriver en fait dans l'inconnu, quoi. Parce que oui, j'avais déjà été en France métropolitaine plusieurs fois quand j'habitais en Guadeloupe, pour voir de la famille, puisque j'ai quand même pas mal de famille sur Paris. Ok. Mais c'était pour les vacances, comme tu dis, jamais sur des très très longues périodes. Et t'es entouré aussi, avec tes propres parents c'est ou... vrai. Ouais. Et là, vous êtes tous envoyés dans la même zone Non, ou comment est-ce que c'est organisé? Pas du tout, c'est un peu différent. Je sais que, si je dis pas de bêtises, pour Tahiti, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'il y a un certain rattachement avec la fac de Bordeaux, où ils sont tous à la fac de Bordeaux. C'est pas du tout comme ça pour Guadeloupe, Martinique et Guyane, parce qu'en fait, bon, moi je parle de la Guadeloupe, mais en fait, il faut savoir déjà que arriver, une fois que on passe la PACES, alors on passait puisque ça n'existe plus, les Martiniquais et Guyanais viennent en Guadeloupe. En fait, on va dire que c'est le... Pour la P1. Pour la P2. Ah, pour la P2. Okay. Chacun reste dans son territoire pour la P1. Tout le monde passe la PACES. Et pour ceux qui réussissent la PACES, ils viennent du coup en Guadeloupe, où c'est un peu le centre de rattachement. Et après, en fait, le choix qu'on effectue en fin de 3e année, il s'effectue en fait avec notre classement de PACES. C'est-à-dire que en fonction de ton classement PACES, tu choisis la ville où tu vas aller. Moi, j'ai le souvenir que Bordeaux, c'était pas mon premier choix initialement. On va dire que moi, j'étais classé plutôt en milieu de classement, quoi. Ouais, milieu, dernier tiers. Je sais que, en tout cas, à cette époque, Lyon avait un attrait qui était quand même plutôt pas mal, notamment à la fac de Lyon-Est. Je sais que je crois que c'était mon premier choix et Bordeaux devait arriver en 2e choix. Volontairement, en fait, même si j'avais de la famille sur Paris, ça m'a jamais intéressé pour y vivre et même pour étudier, dans la mesure où je voyais ça un peu vraiment, Paris, c'est trop grand, je me voyais pas forcément à Paris. Et Bordeaux, ça me semblait être le juste milieu, que ce soit sur le plan déjà de la localisation en fait, de la ville, c'est plutôt au sud, donc on va dire un climat qui, nous, venant des îles, on va dire, est un peu plus adapté. Je ne me voyais pas, par exemple, à Lille ou à Strasbourg. Quoi. C'est pas non plus les tropiques. Ouais, c'est pas les tropiques, c'est vrai. Et aussi parce que Bordeaux a quand même eu toujours... comment dire... Il y a un certain lien avec les Antilles, un lien historique. Hein. Avant, je sais que la fac de Bordeaux était rattachée à celle des Antilles-Guyane. Ouais, il y avait un pont. Un pont pour les internes, notamment. Et je savais que j'allais pas être non plus dans l'inconnu total, dans la mesure où je connaissais quelques personnes qui venaient sur Bordeaux également.
Et puis voilà. Et du coup, là, tu sais que tu viens à Bordeaux, tu connais les potes qui vont t'accompagner ? Figure-toi que je connais quelques personnes qui viennent à Bordeaux également, qui ont fait ce choix-là aussi. On n'est pas très très proches, mais on se connaît. Okay. On se connaît, bon, c'est déjà une étape, quoi. Donc c'est vrai qu'arrivé ici, on s'est un peu plus rapprochés, notamment aussi avec les gens, on va dire, de l'année précédente qui, eux, étaient déjà à Bordeaux. Il y a un truc organisé pour qu'ils vous accueillent, des choses comme ça ? Tout à fait. Qui se fait en septembre, un peu avant le début, je pense, des cours à la fac, où on fait une petite soirée, où on apprend à se connaître entre nous. Enfin, c'est-à-dire que c'est des visages connus, mais sans forcément qu'il y ait de lien particulier, parce que voilà, il n'y a pas forcément d'affinité avec tout le monde. Mais oui, il y a ce type de soirée. Ok. Quand on a un petit peu discuté avant, concernant la culture guadeloupéenne, au final, vous baignez dans une culture qui est franchement pas européenne. Et j'aurais bien voulu discuter de ça avec toi. Tu la définis comment, l'ambiance et la culture dans laquelle tu as vécu et tu as été éduqué ? Parce que je me dis que, moi, de ce que j'avais compris, c'est quand même plus une culture américaine, nord-américaine même, sans doute, de ton côté, plus qu'européenne, et qu'une bonne culture française franchouillarde. Oui, c'est vrai qu'on grandit dans un peu une forme de microcosme, parce qu'on est français, c'est un département français, mais qui est quand même beaucoup plus proche de l'Amérique du Nord, où c'est une culture qui est totalement, en tout cas à mon sens, différente de la culture métropolitaine ici. Ça serait difficile à la définir et même à la résumer, tellement elle est riche. C'est beaucoup de choses qui diffèrent dans la manière... C'est vraiment dans tout, en fait. Que ce soit la manière de parler, la manière de s'habiller, même les certaines références, même la culture culinaire. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il y a quand même des choses qu'on adopte, bien sûr, de la France métropolitaine, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Par exemple, les voyages que tu fais, toi, tu pars pas, évidemment, en zone européenne, mais tous les voyages que vous le faites autour de chez vous. Pas forcément, hein, figure-toi. Parce que moi, j'ai quand même eu la chance de voyager pas mal avec mes parents quand j'étais plus jeune, qui ils y tenaient, en fait. À ce que, justement, comme je te dis, avoir cette ouverture d'esprit, avoir différentes cultures, différentes choses. Et au final, je te dirais que moi, de ma petite enfance jusqu'à mes 18 ans, je pense que j'ai fait autant de voyages autour de la Caraïbe qu'en Europe, je pense. Ah ouais. À peu près. Alors, c'est vrai c'est pas commun, parce que pas commun. Pour nous, en métropole, on fait pas ça. On part pas à moitié du temps sur des grandes destinations. C'est sûr qu'après, il y a aussi l'aspect financier qui doit jouer. Forcément, les voyages plus loin, c'est plus cher. Et d'autant plus que c'est quand même bien différent que cela a été avant. Typiquement, un exemple que je trouve ahurissant maintenant, c'est le prix des voyages vers Miami en partant de Guadeloupe. Moi, je me souviens quand j'y étais 2 fois, quand, on va dire, pendant mon adolescence. Et on partait de Guadeloupe, c'était plus simple, bien sûr, logiquement. Et les billets, je ne dis pas qu'ils valaient rien du tout, mais je n'ai pas les prix en tête, puisque ce n'est pas moi qui les payais à l'époque. Mais je sais que maintenant, les voyages en partant de Guadeloupe en direction de Miami sont plus chers qu'en partant de Paris. Ok. Ce n'était pas du tout le cas avant. Et donc, tu dis que tu venais quand même pas mal de fois sur l'Europe, mais pour venir aux voyages les plus proches, c'était quoi les destinations ? Destination, je sais que mon tout premier voyage, c'était Saint-Martin. Ok. Ça, c'était le tout premier, donc forcément, là, c'était dans la Caraïbe. Au niveau des autres voyages les plus proches, j'ai déjà cité Miami. Les États-Unis plusieurs fois finalement ? 2 fois au final, 2 fois juste Miami. Okay. J'ai malheureusement pas eu la chance de faire plus. La Barbade, ça j'ai fait. Le Venezuela. Il y a quand même, tu vois, c'est quand même dans l'arc caribéen. Donc la Jamaïque, c'est vrai que c'est plus proche, c'est plus facilement atteignable pour nous. Mais de l'autre côté, j'ai quand même été en Italie, en Angleterre, Espagne. Et ça, c'était pour la culture, c'était une démarche de tes parents pour... C'était pas spécialement pour
découvrir, en fait, spécialement axé sur la culture, ça restait quand même dans un premier temps destination loisir, quoi, comme beaucoup de gens. Je sais qu'il y en a plusieurs que moi j'ai fait qui ont été organisés en fait avec le travail de mon père. En fait, c'était des gros groupes où on partait, il y avait certaines réductions, etc. J'en ai fait beaucoup dans ce cadre-là. Mais dans un premier temps, le côté loisir. Et bien sûr, en fait, pour un peu voir le monde, parce qu'au final, c'est bête de rester que chez soi et pas voir tout ce que le monde a à offrir, quoi. Bah, trop bien. Du coup, l'arrivée à Bordeaux, il pleut ou pas ce jour-là? Parce que quand il pleut 4 jours sur 5 à Bordeaux. Je crois que quand j'arrive, non, parce que je crois que j'arrive en fin août, je crois, ou mi-août. Donc, un été plutôt sympa. Il fait chaud. Au final, je suis pas trop dépaysé quand j'arrive, quoi. Et c'est plutôt quand on arrive vers je crois mi-septembre, quelque chose comme ça, où déjà les températures, elles commencent à bien diminuer. En plus, moi, tu sais, j'arrive... je crois que le truc le plus chaud que j'ai, c'est une veste en jean, quoi. Et encore, je sais même pas si j'en ai, je suis pas sûr, parce que comme j'arrive en août, donc déjà, acheter tout ce qu'il faut pour se couvrir, etc. Non, franchement, ça a été un peu un choc, entre guillemets, que j'ai bien vécu, tu sais, parce que je savais très bien que c'était pas le même contexte que chez moi. Je m'attendais quand même à ça. Après, s'y attendre et le vivre, c'est autre chose. C'est autre chose parce que... Et le vivre tous les jours et tous les mois. C'est ça, le vivre tous les jours, tous les mois, et puis le vivre en continuant en fait à mener ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que, en fait, certes, tu viens à Bordeaux, mais c'est aussi pour travailler, quoi. Parce qu'en plus, c'est le début de l'externat. C'est pas non plus la même chose que les 3 premières années. Il y a du boulot. C'est ça. Donc, Et culturellement, du coup, parce que là, pareil, t'es pas accompagné, en général, tu venais pour des voyages familiaux, etc. Là, t'es seul, même s'il y a quelques potes. Est-ce que la transition se fait bien? Je sais pas, en termes de pédagogie, en termes d'ambiance hospitalière, t'as une rupture avec ce que t'avais vécu en Guadeloupe ou... Complètement, parce qu'au final, comme tu dis, on est quelques-uns à Bordeaux, mais au final, lors des stages, comme ici, c'est un classement par ordre alphabétique. En tout cas, je m'en souviens, c'était comme ça. Je me retrouve en fait seul, en tout cas, dans les stages où je vais. En tout cas, je connais personne. Et c'est après coup, en fait, que je m'en suis rendu compte de la difficulté. C'est-à-dire, sur le moment, je voyais pas la chose de manière trop complexe ou autre. C'est-à-dire que je pense que j'ai quand même eu la chance d'être assez bien intégré avec mes co-externes qui, en tout cas, faisaient les efforts de m'intégrer dans leur groupe, etc. Ça n'a pas toujours été simple parce que ici, les groupes se sont déjà créés, en fait. Moi, j'arrive en 4e année, mais en fait, tout le monde se connaît depuis 3 ans. Chacun a formé ses groupes de Way, de Seed, etc. Et moi, j'arrive, le tout nouveau, personne ne le connaît, qui veut s'incruster quelque part. Je ne l'ai pas mal vécu initialement, mais c'est après coup que je me suis rendu compte que ça avait quand même un impact. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que ma première année, la 4e année, sur le plan... je pense que je me suis pas rendu compte déjà que sur le plan du travail, c'était autre chose. Déjà, sur le plan... La transition, 3e et 4e année, en fait, transition vers l'externat. Et je pense que le fait de moins être entouré, de ne pas avoir la famille, ça a eu un impact. Moi, je l'ai vu vraiment après coup, plutôt sur mes résultats. Parce que jusqu'ici, les 3 premières années, bon, c'est pas le même type d'examen, mais j'avais quand même de plutôt bons résultats, voire très bons par moment. Et là, j'ai vu mes notes qui ont chuté complètement, où je me retrouvais dans des rattrapages pour plusieurs matières, chose que j'avais peu ou pas du tout connu sur mes 3 premières années. Et là, en fait, c'est vraiment le choc, quoi. Tu penses que c'est à cause du changement culturel, de l'isolement, où tu as perdu tes repères, ta méthode haute Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. En soi, de ne pas avoir d'emblée pris conscience de la charge de travail qui est en fait nettement au-dessus, une fois que tu passes ce step de la 4e année. Parce que pour ceux qui restent sur place dans une même ville... tu te mets en mode... Il y a une besoin de stabilité quand même pour passer à un mode de travail plus intensif. Vous, c'est vrai que ce changement culturel, géographique,
t'as beaucoup de choses à gérer en une seule... que tous ces petits facteurs-là ont fait que ça a fait un ensemble de choses que j'ai pas su gérer. J'ai pas su gérer initialement. Comme tu dis, en fait, t'as plutôt bien résumé. Hein. La charge de travail qui est différente, la ville qui est différente, en fait, le climat dans l'ensemble qui est différent, le fait que t'aies plus tes repères avec la famille et les amis. Tout ça, au final, ça fait que tu découvres quelque chose, mais où tu dois un peu t'adapter à tous ces petits facteurs-là. Et qui peut avoir des répercussions qui, moi, je pense, étaient négatives initialement. Tu l'as traîné longtemps, ce sentiment? Tu t'as traîné longtemps ce sentiment de te dire que finalement les résultats ou le travail sont pas top pour essayer de retomber sur tes pattes? Ça a mis combien de temps à peu près? Assez longtemps, parce que je te dirais que ça, c'est vraiment sur l'ensemble de la 4e année où après coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi, quoi. En fait, je me reconnais pas dans ma méthode de travailler, etc. Et je pense que le déclic, je l'ai eu surtout entre la 4e et la 5e. Où justement en fait je suis rentré en Guadeloupe pour faire mon stage d'été. En fait je passais tout l'été là-bas. Et c'est ton premier retour depuis? C'est ça, mon premier retour. Et en discutant avec d'autres personnes parce qu'au final quand j'y étais, j'ai pas non plus pris le temps de discuter avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Pas forcément dans la même ville, mais ailleurs. J'aurais pas demandé, et vous avez ces mêmes types de difficultés? Et en fait, c'est en revenant en Guadeloupe où en fait, beaucoup d'entre nous, en fait, on revenait sur l'été, en discutant que je me suis rendu compte que je suis pas le seul dans cette situation. Ça, c'est rigolo parce que ici, t'en parles pas avec eux, mais là-bas, t'en parles. Ça montre bien je pense que c'est aussi la déconnexion parce que comme je te dis, en tout cas, mes potes les plus proches, ils sont pas à Bordeaux. Ils sont pas à Bordeaux, donc en fait, quand on communique, c'est plus des nouvelles de comment ça va, etc. Mais pas trop sur le plan du travail, quoi. Et c'est en rentrant, effectivement, que je pense que j'ai le déclic, je pense. Ok. Et ce déclic, ça veut dire nouvelle méthode, changement de quelque chose ou... Ouais, quand même, au niveau de ma méthode de travail. Déjà, en fait, sur cette transition entre 4e et 5e année, je rencontre d'autres personnes sur Bordeaux, que ce soit dans le domaine médical ou pas médical. Maintenant, ça fait 1 an que je suis à Bordeaux, je connais quand même un peu mieux les lieux. Tu vois, je m'adapte quand même progressivement. Une année de transition, finalement. C'est ça, au final. Et c'est pas rien, parce que c'est un peu pour ça que je voulais discuter avec toi, parce que il y a un concours à la fin de la 6e année, et puis au-delà du concours, il y a un humain derrière ça, et c'est impactant quand même pour vous, ce changement de région, c'est pas rien, et encore une fois, pour le concours, je pense que ça vous coûte un peu, quoi. Oui, mais c'est sûr que on se rend pas forcément compte sur le coup, en tout cas moi personnellement, je pense qu'il y a d'autres personnes, le choc a peut-être été plus brutal. Mais en fait, c'est quelque chose. Et moi, comme je te dis, j'en avais pas confiance, mais je sais que en tout cas, la fac de Bordeaux, je m'en souviendrai toujours, ils savent quand même que c'est un changement pour nous parce eux aussi, ils avaient organisé un peu une forme de réunion, soirée pour les nouvelles arrivants. Donc, ils savent quand même, tu sais, en nous expliquant un peu, etc., en nous disant que si on a besoin d'aide, de ne pas hésiter à venir vers eux. Donc, ils s'en rendent compte quand même. Mais tu sais, après, tu as un peu, je pense, l'esprit qui est peut-être... je ne sais pas si c'est propre à notre culture, mais où on n'a pas forcément envie de demander de l'aide. Je ne sais pas si c'est propre à notre culture ou aux gens, je ne sais pas. On n'a pas forcément envie de demander de l'aide et on se dit qu'en fait, qu'on peut réussir, que jusqu'ici, en fait, tout s'est toujours bien passé. Pourquoi c'est à ce moment-là, alors que j'ai fait, on va dire, 3 années déjà dans le domaine médical, pourquoi c'est à la 4e que ça irait pas? Et moi, je sais que je suis jamais allé vers personne. Au final, peut-être que j'aurais dû. Je suis jamais allé vers personne et en me disant que je vais y arriver, quoi. Tu penses qu'il y a un truc à faire pour mieux vous accueillir en métropole, mieux vous accompagner, une transition plus smooth? C'est difficile à dire parce qu'au final, même s'il y a une certaine forme d'aide qui est apportée, tu peux pas non plus
je veux dire, le changement de climat, ça, tu peux rien contre ça. Ouais. Le fait que tu sois plus avec ta famille, ça non plus. Donc au final, oui, il y a peut-être des choses à faire. Je saurais pas te les citer. Mais quand même, en fait, je pense qu'il y a une certaine forme d'adaptation qui doit venir de toi dans un premier temps. Faut pas quand même négliger l'aide que tu peux avoir tout autour. Notamment avec des gens qui sont déjà passés par là, par exemple. Mais c'est difficile, en tout cas, de trouver une méthode particulière pour faciliter l'adaptation des gens, parce qu'au final, il y a des choses... on peut pas trop lutter contre ça, quoi. Ok. 5e, 6e année, du coup, tu remets un petit peu les wagons dans l'ordre, tu arrives à bien bosser comme tu veux? 5e, 6e année, c'est déjà... Alors, déjà, la 5e, c'est déjà beaucoup mieux. Je sais que sur le plan des résultats, déjà, ça n'a rien à voir. Il y a aussi déjà le fait que je connais plus de gens, plus d'antillais, en fait, mais aussi... J'ai aussi, on va dire, les connaissances que j'ai eues à la fac. Donc, on se retrouve en fait toujours ensemble, plus ou moins. Donc, en fait, je les connais déjà. J'ai pas non plus la nouvelle étape du en fait. Tu dois rencontrer de nouvelles personnes, t'acclimater, etc. Donc, oui, ça se passe très, très bien. Les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois de 5e année, franchement... Je découvre autre chose, quoi. Je vois plus les études de médecine à Bordeaux comme je voyais en 4e année. Tu te sens davantage chez toi, en fait. C'est ça. Je me suis peut-être adapté au lieu et c'est vrai que je me sens plus à domicile. Ouais. Ok. Tu dessines des projets, des objectifs de formation, de spécialité? Tu as envie de choses particulières ou pas? À ce stade, pas du tout. Je suis vraiment dans l'inconnu, c'est-à-dire que je passe dans différents stages et la plupart me plaisent, quoi. Il y en a beaucoup où je me suis dit c'est pas mal, tout en gardant à l'esprit que initialement, quand je débute mes études de médecine, comme je te disais, c'est mon médecin généraliste aussi à l'époque qui m'avait donné cet attrait. Donc en fait, quand je débute, c'est pas pour être pneumo, cardio, c'est la figure du médecin généraliste. Mais en fait, en découvrant le monde hospitalier, on va dire, plus en détail, je me dis, en fait, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, etc. J'ai quand même plusieurs spécialités qui me plaisent. Donc, à ce stade-là, je n'ai pas du tout de choix arrêté. Et c'est drôle qu'on parlait des 6 premiers mois qui se passent très bien, parce qu'en fait, la 5e année, c'est l'année du Covid. Ah, yes. C'est l'année du Covid. Donc, à ce moment-là, je crois que je suis en dermatopédia. C'était pas le stage le plus prenant, on va pas se mentir. Mais à ce moment-là... Dermatopédia, tu fais rêver. C'est vrai que là, on est sur une niche. Exactement. Et à ce moment-là, comme nous, en tant qu'externes, on n'avait pas, on va dire, un rôle primordial dans la prise en charge des patients. On nous demande de rester chez nous, quoi. Confinement, nous, on est concernés. En tout cas, je sais qu'il y avait certains stages où ils devaient venir à l'hôpital. Nous, en tout cas, c'était pas notre cas. Et du coup, je me retrouve confiné. Étrangement, le début du confinement, je te dirais peut-être le premier mois, c'est un peu une bulle d'oxygène. Exactement. Ouais. Exactement. Où je pense que j'étais arrivé à un stade où j'enchaînais un petit peu avec le travail, etc. Ça me permet un peu de lâcher la pression. En plus, je crois qu'à ce moment-là, on arrive sur des matières que, on va dire, où j'ai pas du tout d'attrait. Je crois que c'était l'oncologie et l'hématologie, chose que j'aimais pas particulièrement. Donc en fait, déjà, ça me laissait plus de temps pour les travailler chez moi, parce qu'on n'avait plus le système de stage le matin, cours l'après-midi. Là, je sais que je pouvais répartir mon travail sur toute la journée comme je veux. Et puis, c'est vraiment la bulle d'oxygène où je peux quand même me prendre des journées à ne pas travailler, où je suis complètement détendu. Je sais que je discute avec pas mal de potes, on se rejoint en visio, on discute un peu de tout et de rien. C'est un peu la bulle d'oxygène. En ville, à 3 km de chez nous. C'est un peu la bulle d'oxygène. Et le début du confinement, je t'avoue que j'ai apprécié. Bizarrement. Et après, tu enchaînes avec 6e année, tu arrives au concours d'internat et t'es chaud, tu as pu bosser comme tu voulais. Ou finalement, c'est trop. L'éloignement,
tout ça à travailler. Il y en a beaucoup qui explosent. On a eu beaucoup de témoignages dans le podcast avec janvier, février, mars de l'année du concours où en fait où ça explose comme un popcorn. T'as tenu bon ou c'était comment? Moi, je te dirais, j'ai pas envie de me cacher en te disant que c'est l'éloignement près de ma famille, etc., qui a fait que ça a été l'année la plus complexe. Non, en soi, c'est surtout à cause de la charge de travail qui est monumentale, 10 fois supérieure à ce qu'on a connu avant, qui fait que, en fait, aussi la redondance, en fait, de choses, en fait, que tu as déjà vues, mais que tu dois quand même perfectionner et revoir sans arrêt. C'est un peu un rythme effréné. Et au début, je t'avoue que j'étais plutôt confiant dans ce que je connaissais, même dans mes entraînements. Alors, j'avais pas des notes extraordinaires, mais voilà, quoi, j'avais des résultats qui étaient, on va dire, cohérents. Mais c'est vrai que plus on approche, plus je sens que la pression, elle commence à monter. Après, il y a l'examen blanc qui, au final, se passe pas totalement comme pas comme prévu. Mais c'est pas cata non plus. C'est pas cata. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, en fait, t'étais pas prêt. En soi, t'étais pas prêt. Et c'est pas si cata. Donc, tu peux encore... tu vois un côté positif. Ouais, j'ai toujours, moi, eu cet esprit-là, un peu de voir plutôt le verre à moitié rempli. Et je me dis, en soi, c'est cool, quoi. En soi, t'es pas prêt. T'as ce type de résultat. C'est pas flambant, mais du coup, t'as une marge d'amélioration. Ok. Et je sais pas si ça a été peut-être mon erreur, entre guillemets, parce qu'au final, je crois que mes résultats de l'ECN blanc, je crois que c'était vraiment meilleur que mes résultats à l'ECN. Ouais. Quoi. Et là, je pense que c'est vraiment quand je reçois les résultats de l'ECN que ça m'a mis la plus grosse tarte. Hein, ah ouais pense. Ah ouais, vraiment. Déception. Déception, parce que... Et la déception, elle est pour toi ou elle est pour la famille? En quoi c'est une déception finalement? Parce que c'est le concours le plus dur des études de médecine. On est entouré de gens ultra compétents. En quoi c'est une déception? Alors, tu parlais de la famille, pas du tout pour la famille. Non. Hein. La famille, il le voit, en fait, t'es arrivé jusqu'ici, en fait, tu te rends pas compte. Dans la famille, il n'y a personne qui a ne serait-ce qu'essayé les études dans le domaine médical. Au contraire, tout le monde est content parce que je suis le premier. Et c'est plutôt pour moi parce que j'ai quand même toujours eu un peu cet esprit de compétition, mais de tout temps. Hein. Quand je te disais, j'avais de très bons résultats sur ma scolarité avant les études. C'était vraiment très bon, tu vois. Mais c'est pas comparable. Mais du coup, j'ai toujours eu un peu cette vision de perfectionnisme où il faut que je sois le meilleur, il faut que j'atteigne... le premier tiers, faut que j'ai la première place. Enfin, voilà, quoi. Je me mettais pas de limite en me disant c'est trop pour moi, tu n'y arriveras pas. En fait, je partais du principe qu'on était tous pareils et qu'en soi, si quelqu'un peut le faire, moi aussi. Et c'est pour ça que ça a été une énorme déception parce que j'ai pas eu les résultats attendus, mais pas du tout. J'étais vraiment à ça de redoubler. J'avais déjà demandé toutes les informations. Je m'étais renseigné à tous les gens qui avaient doublé le CN, enfin leur 6e année, etc. Comment ça se passe, comment ils ont... Et pourquoi tu doubles pas? Et je double pas parce que je me dis que par rapport quand même à mon classement, là, en fait, à ce moment-là, moi, tu sais, initialement, j'aborde le CN qu'avec le classement. À ce moment-là, je sais toujours pas ce que je veux. Et en fait, je vis pour le classement. Okay. C'est-à-dire que peu importe, moi, il faut que je sois parmi les hauts classés. Peu importe ce que je veux et tout. Je réfléchis pas à... Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens, certains ils disent que je veux être telle chose, telle spécialité. Il faut que je sois un calcul, peu un calcul. Il faut que je sois dans cette zone-là du classement, etc. Moi, je réfléchis, il faut que je sois le meilleur. Il faut que j'ai le meilleur classement possible. Et comme ça, en fait, toutes les portes me seront ouvertes. Okay. Et quand j'ai mon classement qui est, comme je te dis, une grosse déception, je me dis au final, quelles portes sont encore ouvertes. Tu vois, ça a un peu changé. Et je me dis, en fait, avec ce classement-là, par rapport... Alors, ce qui est peut-être une mauvaise chose, hein, je ne pense pas qu'il va se faire ça. Mais je pense que je me dis, en comparant les années précédentes, je me dis, en fait, la médecine générale, c'est encore une porte c'est une porte qui est encore ouverte. Sachant qu'à ce moment-là, je me dis, au final, tu avais commencé médecine pour ça, entre guillemets.
Et du coup, on arrive au stade des choix. Je me souviens, sur les simulations, j'avais plusieurs villes, mais moi, je savais que la médecine générale, je voulais la faire à Bordeaux. Je sais pas pourquoi, je peux pas t'expliquer trop pourquoi. Je pense que c'est un peu l'attrait de la ville où j'ai passé les trois précédentes années qui, même si la première a été compliquée, sur le plan social, alors hors côté travail, ça s'est toujours très bien passé. Toutes les rencontres que j'ai fait ici, ça a toujours été très cool. Donc je m'étais dit, en fait, médecine générale, c'est à Bordeaux, éventuellement en Guadeloupe. La Guadeloupe n'était pas mon premier choix dans la mesure où, dans le futur, je m'étais dit, en fait, je vais rentrer en Guadeloupe. Donc, autant voir autre chose sur mon internat. Et je crois que jusqu'au dernier moment, ça s'est joué entre Bordeaux et Lille. Bordeaux et Lille, Bordeaux et Lille. Et je me souviens, j'avais une discussion avec mon père juste avant, je crois, peut-être la veille de mon choix, où il m'avait dit, ben écoute, si ça sera à Lille, t'inquiète, je viendrai avec toi, on organisera le déménagement, etc. Et moi, dans ma tête, j'ai rien contre Lille, hein, mais c'est sûr que c'est pas à Bordeaux. C'est pas le même climat, etc. C'est devoir de nouveau découvrir une nouvelle ville, etc. Ça a joué dans le fait de nouveau partir sur un cycle de 3 ans dans une autre... Oui, clairement. Franchement, clairement, c'est pour ça que Bordeaux, c'était le premier choix. Pour la médecine générale, en tout cas, c'était le premier choix en me disant peut-être que tu n'as pas eu le classement que tu voulais, qui t'aurait ouvert toutes les portes, mais au moins, tu gardes le choix de la ville et ton premier choix de ville au final, parce que je voulais rester à Bordeaux. Okay. Et du coup, j'ai interrogé Marie hier, qui elle était donc première de ta promo de médecine générale Bordeaux. On discutait du fait du système qui était un peu compliqué parce que les premiers de promo choisissent leur stage et ceux qui sont un peu derrière subissent. Ton internat, est-ce que tu l'as kiffé avec ce mode de sélection ou est-ce que tu as un coup de gueule à faire passer à la faculté C'est bien que tu le dises parce qu'en plus, tu as abordé Maria hier. Je la connais pas du tout. Enfin, je vois c'est qui, mais je la connais pas du tout. Mais de voir que la première du classement prend médecine générale à Bordeaux et que moi, j'ai pris médecine générale aussi à Bordeaux. Ça m'a un peu mis... il y a un énorme symbole dans son choix. C'était très symbolique. Hein. Ouais, et j'irais même jusqu'à la remercier parce qu'en fait, ça m'a donné un peu une autre vision de la chose. Ouais. Mais pour revenir après sur les choix de l'internat, c'est sûr qu'au final, je faisais partie, là encore, dernier tiers de promo où je me retrouve sans arrêt à pas avoir le choix, entre guillemets. En fait, c'est un choix, mais on réexplique un petit peu. Admettons, on est une promo de 100, il y a 100 terrains de stage, plus ou moins qualitatifs. Il y a des terrains de stage cool, d'autres moins cool pour des raisons pédagogiques, de distance, de relations humaines, de plein de choses. Et forcément, les meilleurs stages sont pris par les premiers de promo. Ah oui. Et quand on est un peu en fin de promo, on subit et on se retrouve à avoir des terrains de stage parfois compliqués. Comment on pourrait faire parce que... C'est difficile de trouver une solution parce que autant à l'externat, on est un peu tous sur ce même pied d'égalité où forcément c'est un peu le hasard et donc tu peux avoir un très bon comme un très mauvais stage. Là, tu as un peu le classement en fait, qui définit tout. Qui définit tout, et qui te suit, je te dirais, sur les 3 ans au final, parce que souvent on a tendance à nous rabâcher que le classement, c'est pas grand-chose une fois que c'est fait. C'est qu'un chiffre, alors que pas du tout. Alors que pas du tout, en fait, au final, il te suit sur tout ton internat. Ouais. Donc nous, c'était les 3 ans, mais j'imagine que pour ceux qui ont un internat plus long, c'est vraiment toute la durée de ton internat. Et en fait, je suis un peu partagé parce que certes, en fait, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus équitable, en fait, pour au final garantir une formation identique pour tout le monde. Oui, parce que c'est ça, il y a une vraie qualité de formation derrière tout ça, derrière ces choix. De formation et même aussi dans ta vie quotidienne, parce que forcément, quand tu te retrouves à devoir aller, imaginons que tu habites à Bordeaux, mais que ton stage, ton semestre, tu l'effectues sur un stage qui est
à 2h30 de Bordeaux. On peut citer des villes. Hein, forcément, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais en même temps, comme je disais, la solution, ça serait quoi? Parce que la première du classement, enfin, les premiers du classement, ils ont quand même mérité leur classement. Comment leur expliquer à eux que oui, vous avez cravaché pendant vos 3 années d'externat, vous avez réussi à avoir ce classement, mais qu'au final... il va falloir aller... Il va falloir aller aussi à sûrement une ville sanction, là. C'était quoi ta ville Moi, je crois que la ville la plus lointaine où j'ai été, c'était Saint-Pardoux-la-Rivière. Waouh, c'est où? En Dordogne, nord de la Dordogne. Ok. Je crois que j'étais à 2h15 de chez moi. Et là, ça veut dire logement, ça veut dire plein de choses. Tu es obligé de... Beaucoup de choses, mais moi, dans ma situation, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai toujours eu beaucoup de chance dans la mesure où ce premier stage, au final, quand le couperet tombe, on me dit ouais, tu dois aller là, etc. Ah, c'était le début de ton C'était mon tout premier stage. Ouais. On m'a dit que je dois aller là, c'est à 2h30. Déjà l'achat de voiture, parce que jusqu'ici, j'ai pas de voiture. Jusqu'ici, j'avais pas de voiture. Énorme comme... Jusqu'ici, j'avais pas de voiture parce que forcément, j'étais à Bordeaux, j'allais à la fac en tram, ou enfin voilà quoi. Donc, achat de voiture obligatoire, je dirais même. Donc ça, voilà, c'est fait. Je me souviens quand je retourne après la 6e année, parce que du coup, entre les deux, j'étais rentré en Guadeloupe. Donc, achat de voiture, puis je rentre en contact avec les maîtres de stage, et un des maîtres de stage me dit, mais tu sais, en fait, ils sont au courant que c'est loin, et qu'en fait, ils mettent à disposition un logement. Ok. Tout frais payés, etc. Et voilà. Donc ça arrive un peu comme ouf de soulagement. Je me dis, je peux quand même garder mon appart à Bordeaux et du coup revenir sur les week-ends ou les périodes, on va dire, où je travaille pas. Et je sais que sur place, voilà, j'ai quelque chose, j'ai pas à m'embêter, je serai tout près en fait du cabinet et autres. Donc j'ai quand même cette chance-là, moi. Où du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je parle, en général, je parle le dimanche soir. Quand je parle le dimanche soir, j'arrive sur place, etc. Je fais c'était du 4 jours semaine. Donc j'avais 2 maîtres de stage, je faisais 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre. Et donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je rentrais le jeudi soir à Bordeaux. Quoi. Ok. Et ça, donc, tous les 6 mois, changement de semestre, à subir encore le classement. Au final, t'as pu faire un semestre sur Bordeaux? Au final, oui, mon tout dernier semestre. Ok. Mon tout dernier Sinon, semestre. t'as vu du pays, quoi. J'ai vu du pays et interne de Bordeaux, mais plutôt interne de Dordogne, quoi. Au final. Interne de Dordogne. Alors, au final, après coup, avec beaucoup de satisfaction, parce que entre les stages que j'ai eus, les terrains de stage et les rencontres que j'ai fait sur mon internat, je suis pas sûr que j'aurais pu demander mieux, quoi. Je suis pas sûr après coup, parce que après du coup avoir fait Saint-Pardoux, je suis arrivé à Périgueux, où j'ai fait des super rencontres pendant mon stage aux urgences. On s'entendait tous super bien que le semestre suivant, on est tous restés à Périgueux. Okay. Alors, toute la promo où on était aux urgences, on est tous restés là-bas. Moi, je suis parti en gynéco. Il y en a d'autres qui sont partis en médecine polyvalente et d'autres en pédia. Et j'ai beaucoup apprécié cette année au final que j'ai fait sur Périgueux. C'était vraiment cool. Même au niveau de la formation, franchement, je pense que c'était équivalent à partout ailleurs sur Bordeaux. Non, franchement, un internat qui s'est au final très très bien passé. Donc après, donc là c'était mon 3e semestre, 4e semestre à Bergerac avec toi. 4e semestre à Bergerac. Donc toujours en Dordogne. Bon, à l'internat qui était, on s'en souvient. On peut en parler, hein, parce qu'on est écouté par, je sais, des gens qui sont à la direction d'hôpitaux. Ouais. Vas-y, décris, parce que il faut que les gens sachent. L'internat de Bergerac, c'est quand même assez particulier. Alors, on va critiquer peut-être Bergerac, mais c'est globalement... Il y a beaucoup d'internats de cet ordre-là. Ouais. Un internat, des chambres
moi je m'en souviens au-dessus de services hospitaliers, en entendant des patients crier, même des fois des bip bip en train de dormir, tu dors et en dessous de toi il y a des machines médicales qui font du bruit, donc tu peux pas trop dormir. Enfin, compliqué quoi. Bac plus 7, 8, 9 et devoir se retrouver dans ce type de situation, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Toujours pareil, en fait, quelle solution on a difficile à dire. C'est vrai que ça a été particulièrement compliqué, si on peut dire, en fait. Ouais, c'est léger à la fois. C'est pas la prison. Mais ça, tu vois, ce que tu dis, je trouve que c'est assez... Enfin, comment dire, on apprend à accepter à force des trucs assez ouf, quoi. C'est vrai. C'est vrai que tu mets d'autres personnes dans cette situation-là. Je suis pas sûr qu'ils ont cette réaction. Exactement. Ouais. On encaisse des trucs parce qu'on banalise ou on s'habitue à des galériens parfois. Et alors qu'il n'y a rien de normal de dormir dans des anciennes chambres de patients. Après avoir fini ta journée de travail, à finir à 19h30, 20h. C'est vrai qu'on a tendance à banaliser, comme tu dis. Au final, on ne devrait pas. On devrait pas, mais c'est aussi dans la mesure en fait, où qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer de plus à ce stade-là. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord qu'il faut que ça soit amélioré, mais en fait, nous, quand on y est, les solutions qu'on a... Zéro. Ouais. On a des potes qui ont pris des apparts à côté. Mais si tu prends un appart là pour le coup à Bergerac, t'es obligé de lâcher ta vie de Bordeaux. C'est ça, c'est aussi après le temps financier. Tous les 6 mois. C'est vrai que c'est quelque chose aussi, l'internat, on s'en rend pas forcément compte, mais je me demande si on n'est pas un des seuls corps de métier à devoir subir ça en fait. Ouais, avec autant de mobilité. Tous les 6 mois, devoir se déplacer comme ça. Et encore une fois, on a banalisé la chose. Pour nous, c'est normal de devoir faire un semestre dans le nord de la Dordogne, puis le suivant, aller à Pau, où tu as peut-être quelques jours pour organiser ton déménagement, etc. C'est particulier quand même. C'est particulier. Ouais. Et là, pour le coup aussi, ceux qui sont en début de classement, peut-être qu'ils ont pu enchaîner les semestres bordelais. Je pense qu'effectivement, ou dans leur ville de choix, en tout cas. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas vécu le fait de devoir se déplacer constamment. Après, c'est aussi leur choix. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont bien vécu. Moi également, en fait, dans ma situation, je pense que je l'ai bien vécu. Je ne suis pas le seul à avoir bien vécu, devoir se déplacer. Je l'ai bien vécu, mais c'est un peu aussi le fait que la formation est suivie. C'est-à-dire que si tu dois te déplacer, mais en fait, derrière, en fait, tu as une formation aussi qui laisse à désirer, à ce moment-là, tu re-questionnes encore plus le système de devoir. Ok. Bon souvenir malgré l'adaptation nécessaire de tout ça. T'as fini l'internat? T'en es où là? Tu nous racontes? Là, oui. Là, j'ai fini mon internat du coup en novembre dernier. Donc là, en fait, mon activité principale, c'est des remplacements sur Bordeaux et ses alentours. Oui, principalement, je fais que du libéral actuellement. Où j'ai un peu bougé un peu partout. En fait, ça m'intéresse aussi de travailler dans différents cabinets pour un peu voir les modes de fonctionnement de chaque cabinet, puisqu'au final, ils sont tous différents. Et aussi, ça me permet aussi de me trouver moi dans le type de fonctionnement que je veux avoir dans ma pratique future. Ok. Pratique future, ça sera en métropole, ça sera en Guadeloupe? Alors, je pense que, comme j'expliquais, je pense faire, en tout cas, le début de cette période de remplacement sur 2-3 ans, continuer un peu sur Bordeaux et ses alentours, mais l'objectif final, effectivement, c'est de retourner en Guadeloupe pour s'y installer. Ok. Tu as des zones ciblées? La zone familiale, des choses... Non, honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop entre est-ce que je devrais plutôt m'installer, effectivement, proche de ma famille, en fait, de la ville en fait, où j'ai grandi, ou aller plus loin dans des territoires, on va dire, qui sont potentiellement un peu plus attractifs. J'avoue que je n'ai pas encore réfléchi totalement, puisque ce n'est pas un futur proche.
Mais lorsque la question se posera, effectivement, c'est une bonne réflexion à avoir. Et donc, du libéral, en Guadeloupe, le système libéral, il est particulier Non, il est similaire à celui-ci. C'est pas comme. Je sais que par exemple, chez Tahiti, c'est un peu différent, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, en Guadeloupe, c'est similaire. Hein. C'est similaire. Oui, ça... à Tahiti, il y a des cotations particulières, c'est etc. Ça. Guadeloupe, alors, c'est les mêmes cotations, mais c'est pas les mêmes prix. Ok. Qui, en fait. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'elle s'adapte aussi au fonctionnement de l'île, en fait, avec en fait une vie qui est plus chère là-bas. En fait, les cotations, c'est pas tout à fait les mêmes prix, mais une cotation de consultation classique, ça sera équivalent en Guadeloupe. Quoi. On n'a pas discuté de l'état un peu précaire du système de santé en Guadeloupe. Il y a eu une crise il y a 2-3 ans. Toi, tes deuxième et troisième année, quand tu allais à l'hôpital, tu l'avais touché du doigt ou pas ? Moi, écoute, je crois que... Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est l'année où je pars, où il y a eu l'incendie au CHU. Ouais, c'est ça. Soit l'année où je pars, ou soit quand je suis en troisième année. C'est ça, c'est oui, que tu pars pour l'externat à Bordeaux. Ouais, pour l'externat, je crois que c'est à ce moment-là où il y a eu l'incendie au CHU de Pointe-à-Pitre. Mais forcément, c'est une nouvelle qui a fait le tour des réseaux. Mais c'est vrai que... Incendie criminel ? Non, il n'était pas criminel, Okay. je crois. Je crois pas. Honnêtement, je sais plus. Mais en fait, avant même l'incendie, en fait, quand tu vois l'état des locaux, en fait, l'insalubrité des locaux, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. C'est-à-dire que l'incendie, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, mais un truc qui peut être tout con, mais au CHU de Pointe-à-Pitre, par exemple, si tu veux, il est sur une certaine colline, ce qu'on appelle Morne, en fait, chez nous. Et typiquement, il y a des navettes pour notamment les personnes à mobilité réduite, parce que tu peux pas non plus forcément quelqu'un, je sais pas, en fauteuil roulant, va pas pouvoir monter justement cette colline. Les navettes, tu peux les compter sur les doigts, quoi. Des trucs tout cons comme ça, de devoir en fait taper une colline pour pouvoir arriver, ne serait-ce qu'au CHU. Il y a beaucoup de difficultés au CHU. D'ailleurs, en ce moment, ils construisent le nouveau, là, qui n'est pas encore délivré, si je ne dis pas de bêtises. Mais non, c'est vrai que la situation sanitaire et même au niveau des infrastructures en Guadeloupe, c'est très compliqué. Okay. Pour le coup, j'ai des potes qui sont internes là-bas. Bon, ils me le confirment, hein, c'est vraiment du... Ça impacte même la formation pour le coup, du coup. Oui, forcément, ça a forcément un lien. Ça a forcément un lien où on doit faire avec les moyens du bord et en attendant d'avoir mieux. Mais sauf que c'est pas normal. Quoi. Ok. On va finir sur ça. Quel est le projet du podcast, c'est de savoir un petit peu où place le curseur de l'investissement dans la médecine et comment t'imagines ta vie médicale, ton investissement, où est-ce que tu places la médecine dans ta vie, est-ce que ça sera full médecine, investissement total, tu finiras à 21h30 est-ce que ça sera 3 demi-journées par semaine, comment t'envisages ça? C'est une bonne question parce que moi je sais qu'au fur et à mesure de mes études, je me suis toujours rendu compte que c'est pas ma passion. J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais j'aime quand même avoir mes loisirs et ma vie en dehors de la médecine. Donc si je devais placer un curseur, ça serait probablement au milieu, à la mesure où je suis quand même investi dans mon travail. Mais je veux pas que ça soit en fait que ça. Je veux pas que ça fasse en fait que ça prenne la majeure partie de mon temps. Ça l'était au début une volonté de tout donner pour ce métier ou non, pas? Je crois que jamais. Okay. Jamais. Je me suis toujours dit que ça allait pas être que ça ma vie. Je sais pas de quoi le futur est fait, hein, mais éventuellement, si j'ai d'autres opportunités, est-ce que je vais y réfléchir? Oui. Alors, je dis pas que je vais abandonner complètement la médecine, mais si j'ai d'autres opportunités de réfléchir à de quoi sera fait demain, je vais réfléchir. Okay. Même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Les passions extra-hospitalières, de quoi est fait ton quotidien extra-médical? Extra-médical, depuis 2 ans, beaucoup d'activités sportives, notamment de musculation. Ça pousse fort. Ouais. Ça dépend, ouais, quand même.
quand même. Et puis après, je sais qu'on en parlait une fois, mais la course à pied, j'aimerais vraiment m'y mettre de manière pérenne jusqu'ici. C'est pas le cas, c'est-à-dire que j'ai déjà couru un peu, je me suis remis, mais on va dire pas de manière assez sérieuse comme je voudrais. Donc ça, en fait, de manière générale, l'activité sportive. Ok. La musique, ça fait quand même partie de mon quotidien. Pas forcément en faire, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Pas forcément en faire, mais j'écoute beaucoup de musique au quotidien. Je sais qu'on en parlait hors podcast, mais tout ce qui va être mode, chaussures, tout ça, c'est des choses où j'ai un certain attrait. En tout cas, je vous invite à aller voir l'Instagram de Bastien pour que vous voyez ce qu'est un Guadeloupéen stylé. J'ai un certain attrait pour ça. Pas forcément au point d'en faire quelque chose sur le plan professionnel, hein, mais j'ai toujours un certain attrait pour ça. Et je te dirais, c'est depuis que je suis petit. Hein. Ah ouais, genre, ma mère, elle m'a sorti des trucs récemment, en plus des trucs tout cons, mais elle m'a sorti un carnet de quand j'étais, je pense, soit en primaire ou au collège, où tu sais, je découpais des vêtements dans des catalogues. Okay, incroyable. Et je les collais. C'est des trucs. Faut y aller à fond. Complètement oublié ça, quoi. Tu t'épanouis sur le plan de la mode là, ou tu voudrais un peu plus pousser le truc? T'as quand même un gros style, t'es quand même un personnage incroyable sur le plan mode et vestimentaire. Non, c'est gentil, mais bon, j'irai pas jusque-là. Ça m'intéresse. J'ai pas encore poussé pour voir jusqu'à où ça peut aller. Je t'avoue, ça serait... Peut-être qu'il faut se lancer, hein, comme tu dis. Et te lancer dans quoi? La création ou comment t'imaginerais développer le truc de la mode? La création, ça me paraît quand même être un stade au-dessus. Déjà, m'intéresser pour connaître en fait l'envers du décor. Parce que c'est pas juste acheter des choses, etc. Un peu l'envers du décor, comment c'est fait, comment c'est construit, comment c'est fabriqué, comment c'est réfléchi, les coupes, etc. Ça, je pense que c'est déjà un premier élément essentiel, je te dirais, avant de parler de création ou autre. Ouais. Et une petite passion pour les shoes aussi? Ouais, alors... Enfin, les shoes, des chaussures particulières. Les sneakers. Les sneakers. Passion qui, en ce moment, on va dire... Se dégrade. Ouais, se dégrade un peu. En tout cas, je suis moins, mais je pense que ça va aussi avec le marché de la sneakers qui un peu se casse la gueule aussi un peu en ce moment. Ouais, parce que t'avais une activité au-delà de la mode, il y avait une sorte de spéculation autour de la valeur des à une époque, j'étais vraiment dans cette, on va dire ce domaine-là où dans l'achat-revente des paires de chaussures, j'ai quand même fait un peu d'argent dedans. Moi, j'ai appris ça, qu'il y avait des chaussures improbablement chères. En fait, je crois que ça a vraiment explosé. Je pense quand je suis arrivé à Bordeaux, je crois que c'est 2018 par là, où le marché de la sneakers, c'est fou de parler de marché quand même, était un peu florissant, où il y avait des paires qui se vendaient à des prix exorbitants. C'est-à-dire que tu achetais à des prix... on va dire classique, même si c'est des prix qui restent quand même un peu trop élevés pour une paire de chaussures, mais que tu pouvais revendre 10 fois son prix, des choses comme ça. Parce que limité... C'est ça, tout est question de nombre. De nombre et en fait de... Comment expliquer ça Oui, en fait, par le fait que ce soit un nombre limité et la demande, en fait. Une demande qui est explosive avec un nombre qui est toujours de plus en plus limité. Alors pour ceux qui comprennent pas trop, c'est des chaussures, des sneakers plutôt classiques, mais il y a des collabs, il y a des modèles particuliers. Des collabs avec des artistes, donc ça peut être des musiciens, comme ça peut être des créateurs, vraiment... en édition limitée. En édition limitée, avec ça peut même être des paires numérotées aussi. Où du coup forcément on a une grande population qui va vouloir la paire forcément puisque il y a un peu l'aspect exclusif et donc forcément tu veux avoir la chose que personne n'a mais est-ce qu'elles se portent ces chaussures finalement? C'est des chaussures que les gars portent dans la rue fièrement ou ça reste dans une... Ça dépend de Moi j'ai une expérience d'un truc, une boutique de chaussures, de sneakers de collection. J'ai voulu la toucher et la regarder. Le mec m'a dit non, il faut poser, je suis désolé. Mec, c'est une chaussure. Ça dépend de, je pense aussi, la vision que tu as de la chose. C'est-à-dire que tu as, je pense, le collectionneur, si on peut parler de collectionneur, qui en fait va fièrement porter ses chaussures.
et celui en fait qui va les exposer chez lui comme des trophées. Et alors après, tu places la barre où tu veux. C'est-à-dire que effectivement, tu as des paires qui sont plus limitées que d'autres. Donc peut-être que ta paire la plus limitée, etc., tu vas peut-être pas la porter. Tu peux faire un foot avec les copains. Voilà. Après, mais ta paire qui est limitée, mais on va dire à moindre échelle, tu peux la porter. Moi j'ai toujours eu par contre le souci de porter mes paires, quoi. J'ai jamais, je me suis jamais dit en fait j'avais acheté une paire pour la mettre sur mon étagère. J'ai pas cette vision-là en tout cas de la chose. Bon, top. Bastien, merci beaucoup. On aurait pu parler encore de plein de choses côté extra-médical. Écoute, bonne continuation. Le délai de retour en Guadeloupe, tu sais combien de temps tu te laisses 2-3 ans, je pense. Ok. 2-3 ans, et pour programmer un retour dans ces eaux-là. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi, Max. Et à bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.